vite fait. Hein. Enfin, après, c'est juste donc bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui donc à cet atelier qui est organisé dans le cadre du forum économie, du forum régional économie circulaire. Donc l'atelier de ce matin qui va durer à peu près 1h30 est dédié donc à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc pour vous présenter ce qu'est l'économie de la fonctionnalité et de la coopération et comment on peut s'engager dans cette démarche. Et pour ce faire, donc Élodie Guyot, qui est la secrétaire générale du club Terre de FC Occitanie, va nous présenter différents exemples, nous expliquer les concepts de l'EFC et également vous faire participer pour vous réveiller, que vous puissiez passer aussi une bonne journée. Donc j'ai oublié, c'est vrai, de me présenter en introduction. Donc Carole Bernard, donc moi je suis chargée de mission déchets économie circulaire à la région Occitanie et je suis spécifiquement les travaux du club Terre de FC Occitanie et également les entreprises qui s'engagent dans cette démarche. Voilà, donc je passe. Donc après il y a une petite slide juste pour vous rappeler les consignes pour qu'on puisse partager un bon moment ensemble. Donc les règles du webinaire puisque c'est d'actualité dans le contexte actuel. Donc n'oubliez pas de bien couper votre son. Également votre caméra dès qu'Élodie engagera la présentation pour éviter de trop saturer la bande passante. Et également donc utiliser le chat donc dans Teams. Donc il y a une diapo d'après. Donc c'est la petite bulle en fait en haut de votre écran qui vous permet donc d'ouvrir un bandeau sur la droite et pour pouvoir poser vos questions. Et éventuellement, si vous souhaitez aussi prendre la parole, donc c'est la petite main en haut également de votre écran. Donc après ces considérations logistiques, passons dans le vif du sujet avec. Donc je te donne la parole, Élodie. C'est parti alors. Merci beaucoup, Carole. Alors, je suis en train d'organiser mes écrans pour voir à la fois tout le monde, etc. Et donc, c'est parti. Donc, effectivement, un atelier autour de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Comme je le disais à certains qui est arrivé un peu en avance, plus qu'une conférence descendante, j'ai envie en fait de prendre cette heure et demie pour que ce soit aussi un atelier, c'est-à-dire un espace de réflexion. Donc, on va commencer par une introduction sur qu'est-ce que l'économie de la fonctionnalité de la coopération, quelques exemples. Ça devrait durer, je pense, une demi-heure, 40 minutes. Ensuite, je vais vous inviter à prendre 2 jolies feuilles et un stylo dès maintenant pour pouvoir réfléchir sur le modèle économique de votre organisation. Et puis ensuite, Carole et moi, on vous fera un topo sur les différents, pour ceux qui sont intéressés d'enclencher une démarche, une réflexion autour de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Il existe aujourd'hui en Occitanie plusieurs dispositifs qui facilitent notamment financièrement la mise en œuvre de ce changement de modèle économique. Alors, je me présente tout d'abord, je m'appelle Élodie, j'ai 38 ans. Je suis maman de 2 jolies jeunes filles qui ont 8 et 12 ans. Je vis à Toulouse depuis une quinzaine d'années. J'ai un parcours dans l'industrie au départ, un diplôme d'ingé. J'ai passé ma première partie de carrière dans le secteur du traitement de l'eau. Et dans ces 12 premières années, j'ai fait un peu tous les métiers dans une PME, ce qui me permet d'avoir une bonne connaissance et compréhension des enjeux systémiques dans une organisation. Et puis, il y a 1 an et demi, presque 2 ans, j'ai rejoint l'association Terre EFC, qui est une association qui a été fondée par une dizaine de dirigeants, convaincus qu'il était possible d'avoir aujourd'hui des modèles qui permettent de faire converger le développement durable avec la dimension économique. Et d'ailleurs, mon rôle en tant que secrétaire générale, il est d'être au service de la raison d'être de Terre EFC, raison d'être qui consiste à ancrer en Occitanie des organisations utiles à leur territoire, durables, inspirantes. Alors comment est-ce qu'elles s'y prennent? Eh bien, elles posent l'intention de transformer leur modèle économique afin de pouvoir concilier l'économie, l'environnement, le social. Elles font tout ça dans un référentiel qui s'appelle l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Aujourd'hui, le réseau économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est une trentaine d'entreprises qui sont engagées dans cette réflexion économique. C'est aussi des institutions qui nous soutiennent dans la façon avec laquelle
on agit sur notre territoire. L'ADEME, la région, la Directe sont des partenaires, plus que des financeurs, on va dire, ce sont des vrais partenaires. J'ai un vrai plaisir à travailler avec Carole notamment. On bosse aussi avec des écoles. Alors, je crois qu'il y a l'INSEE qui est présent là parmi nous. Ça fait partie des projets de 2021. Et on a déjà commencé à travailler avec les mines d'Albi, TSM, l'ENI ou les CAM. C'est aussi un réseau de plusieurs accompagnateurs EFC. Parce qu'en fait, pour que les entreprises transforment leur modèle économique, elles ont besoin d'être accompagnées. Et donc, on a la chance en Occitanie d'avoir 5 accompagnateurs en économie de la fonctionnalité. Je crois qu'il y en a un parmi nous. Il y a Didier Bonin qui est avec nous dans les participants. Et c'est aussi un réseau de structures en France qui travaillent ensemble. Donc il y a 7 associations en France aujourd'hui qui sont réunies autour de ce qu'on appelle l'Institut européen de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et puis il y a d'autres clubs qui sont en train d'émerger ailleurs dans le monde. Il y en a au Brésil, au Canada, en Belgique, en Moldavie. Voilà pour le contexte dans lequel on est. Je vais commencer par vous montrer, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, cette image. Et on va parler de quoi? On va commencer par parler de quoi? On va parler du métier d'imprimeur. Et notamment, un peu provoque, dès 9h10 ce matin, j'aimerais dégommer une idée reçue. Une idée reçue selon laquelle, en fait, aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que plus un imprimeur imprime, plus il est rentable. Ce qui paraît assez logique d'ailleurs, hein. S'il veut améliorer sa rentabilité, il n'a qu'à produire encore plus et donc imprimer beaucoup. Et du coup, il en améliorera sa rentabilité. Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Julien Dacosta, qui est patron d'une boîte qui s'appelle Flexink, qui est imprimeur, qui lui a repensé son modèle économique. Et aujourd'hui, moins il imprime. On a une vidéo là-dessus. Normalement, la vidéo marche. Je vais la lancer. Carole, tu me dis s'il y a un problème de son. Alors, je vais la lancer. Oui, voilà. Alors, moi, je n'entends pas Elodie, alors je ne sais pas si les participants entendent. Oui, on n'entend pas. On entend ou on n'entend pas? Excuse-moi, je n'ai pas entendu. Donc, On n'entend pas. On n'entend pas. Non. Ok, alors on va faire ça. Ça, c'est les joies du direct. On va faire ça. Donc, je vais le faire pour vous, avec moins d'humour qu'il était prévu dans la vidéo. Alors, comment est-ce que Julien Dacosta fait pour que son entreprise gagne de l'argent quand moins il imprime, hein? Il a d'abord pris conscience des limites du modèle économique dans lequel évoluait son entreprise. La prise de conscience, c'est quoi? C'est qu'il arrive à un moment donné de l'entreprise où il est mis en compétition. La concurrence est forte et ce qui l'amène à devoir régulièrement baisser ses prix de vente. Ça veut dire rogner ses marges. Et donc, pour pas trop rogner les marges, eh bien, ils vont mettre en place un processus d'intensification du travail où ils vont demander aux collaborateurs de produire le plus vite possible. Et là, les conséquences ne sont pas top pour l'entreprise parce que ça se traduit par l'apparition de troubles musculo-squelettiques dans l'entreprise et certains collaborateurs qui commencent à en avoir ras-le-bol. Cerise sur le gâteau, quand il enclenche un processus de réflexion autour de son modèle économique et qu'il va voir ses clients et qu'il leur demande quel est l'usage que font ses clients de ces produits, il découvre que par exemple les plaquettes que l'entreprise a difficilement produit, difficilement parce que vous l'avez compris, délai de réalisation très court et marge très faible, eh bien une bonne partie finissent stockées soit dans les étagères, soit à la poubelle, soit pour caler un bureau. Et ça, rien de plus désastreux que de se dire on a produit quelque chose et ça termine à la poubelle. Désastreux en termes d'engagement, c'est très embêtant sur le plan environnemental, parce que c'est quand même c'est du papier, c'est de l'encre. Bref, rien ne va. Il va donc repenser son modèle économique et aujourd'hui, il a une offre
qui, en fait, va lui permettre d'abord de commencer par questionner le besoin de son client. Il s'est rendu compte que le client arrive avec une demande et c'est rarement le besoin véritable. Donc, je prends par exemple un exemple qui lui est arrivé récemment où une entreprise l'a sollicité pour imprimer 10 000 livres. Et donc, évidemment, il y avait ce gros volume de 10 000 bouquins à imprimer et au départ, il était mis en concurrence là-dessus. Et lui, il demandait, mais 10 000 livres, pourquoi faire? Et toute cette phase de diagnostic-là a permis de révéler qu'en fait, ce n'était pas exactement 10 000 livres dont l'association avait besoin. D'abord, c'est une association qui avait besoin de faire connaître l'existence de ce livre-là. Et puis peut-être que le public auquel l'association s'adressait, une partie allait avoir envie de l'avoir en version papier imprimée, une autre partie serait OK aussi pour l'avoir en version numérique. Ça prend moins de place. Et puis c'est plus pratique à lire dans les transports en commun, par exemple. Et donc, il a su proposer une offre complètement différente, où pour le même budget initial, il a pu à la fois additionner des prestations de services en complément de la production des livres. Quel type de prestations de services? Eh bien, des prestations de type community manager, donc quelqu'un qui s'est chargé de faire connaître le bouquin, notamment auprès des réseaux sociaux. Un travail de communication au sens plus large, pour faire connaître le livre. Un travail de numérisation du document pour pouvoir en faire un livre numérique. Puis des impressions papier. Et non seulement les impressions papier, donc on savait qu'on allait réduire le volume de papier imprimé, mais en plus ils sont partis sur un volume de papier, de livres à imprimer, avec l'idée de dire on ne va pas tout imprimer d'un seul coup, on va en imprimer un petit bout. Et une fois qu'on aura imprimé ce petit bout-là, eh bien, on se reposera et qu'on les a vendus ou distribués, eh bien, on va en réimprimer un autre petit volume. L'idée étant en fait de produire que ce qui est juste nécessaire. Alors cette approche-là, elle marche aussi très bien sur des plaquettes des plaquettes commerciales, par exemple. Par exemple, il peut y avoir des produits dont les prix sont amenés à changer, dont les fonctionnalités ou les options sont amenées à évoluer. Et donc ce type d'offre-là permet aux clients de régulièrement modifier à la marge ces documents, d'en imprimer juste des petites quantités et d'avoir finalement des plaquettes qui soient diffusées et toujours à jour par rapport au marché. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'ils gagnent de l'argent quand ils l'impriment moins? C'est qu'en fait, quand à la fin du projet, le budget n'a pas été totalement dépensé, eh bien, la somme restante est divisée en deux. Une partie est directe pour le client et une partie, c'est du résultat net pour lui. Donc effectivement, moins il imprime, plus il gagne de l'argent. Et l'économie de la fonctionnalité, c'est vraiment une approche qui a pour ambition de faire converger l'économie, le social et l'environnemental. Alors, quand on parle de modèle économique, parfois, on n'a pas tous la même définition. Alors, ceux qui étaient là à l'atelier hier avec Christian Duterte, ils en ont un peu entendu parler. Il y a cette vidéo très intéressante de Christian Duterte que vous trouverez sur YouTube, que je ne vais pas partager avec vous parce que vous avez compris, la technologie ne le permet pas. Mais j'ai besoin, dans cette phase de démarrage, qu'on soit tous en phase, on est 56 autour de l'écran en ce moment, et qu'on soit tous en phase sur, qu'est-ce que c'est qu'un modèle économique? Un modèle économique, ce n'est pas juste une question d'argent, ce n'est pas juste comment est-ce que je contractualise, comment est-ce que je vends, comment est-ce que j'achète. C'est bien plus large que ça. D'abord, le modèle économique, ça vient interroger sur quelle est la valeur produite. Qu'est-ce que mon entreprise veut produire et qui a de la valeur. Donc, on parle de proposition de valeur. Une fois qu'on a défini cette proposition de valeur, eh bien, on va avoir besoin de mobiliser des ressources à la fois matérielles et immatérielles. Ressources matérielles, c'est des ordis, c'est des machines-outils, des choses comme ça. Les ressources immatérielles, c'est plutôt tout ce qui va être trait aux enjeux de compétences, de relations de confiance, des choses comme ça. Et sur la dimension mobilisation des ressources matérielles, on va tendre vers, autant que possible, de la mobilisation de ressources matérielles, de la conception, de la reconception, notamment avec des logiques d'éco-conception, dans une intention de frugalité. Dans les dimensions de ressources immatérielles, là c'est l'inverse, on va avoir l'intention de faire croître nos ressources immatérielles parce que c'est à partir de ces ressources immatérielles qu'on va avoir envie de créer de la valeur. Une fois qu'on sait comment
une fois qu'on sait quelles ressources matérielles et immatérielles on va avoir besoin de développer et de mobiliser, eh bien, le modèle économique va parler de comment est-ce qu'on va organiser le travail, comment est-ce qu'on va faire pour produire la valeur initialement attendue. Et une fois que cette valeur aura été créée, une fois qu'on sait de quoi on parle en termes de création de valeur, à ce moment-là, on peut parler de la partie contractualisation, effectivement, la dimension, comment est-ce que je vends, comment est-ce que j'achète. Pour faire cela, il peut y avoir besoin de financer des investissements matériels ou immatériels. Ça fait partie d'une des 6 dimensions du modèle économique. Et alors, pour pouvoir mettre en mouvement, en énergie tout ça, on a besoin d'une gouvernance qui permette de décider collectivement, une gouvernance aussi qui est responsable et qui décide d'internaliser les effets négatifs pour tout ce qu'on parle, on parle d'externalité, hein, les impacts négatifs que peut générer l'entreprise. Je sais que parmi vous, il y a quelques acteurs issus de collectivités. Et ce que je trouve particulièrement intéressant dans la façon avec laquelle on invite à repenser le modèle économique, c'est la chose suivante. Aujourd'hui, une entreprise, pour caricaturer, je sais que je caricature quand je fais ça, on va avant tout lui demander de produire de la valeur, de créer du chiffre d'affaires. Et finalement, tous les effets négatifs qui sont les conséquences de l'activité de l'entreprise, c'est la collectivité qui va les prendre en charge. Je pense par exemple à la gestion des déchets, je pense par exemple à la gestion du système de santé avec l'assurance maladie. Hein, c'est la collectivité qui prend en charge ça. En économie de la fonctionnalité, dans le module gouvernance, on va inviter, plus qu'inviter d'ailleurs, hein, on va challenger les entreprises, ça va faire partie des contraintes pour innover, d'internaliser ces effets négatifs. Et donc, l'avantage de ces organisations, c'est qu'elles vont être qu'elles vont réduire les impacts sur le territoire, sur le plan social, environnemental ou sociétal. Il y a cette façon de repenser le modèle économique, ce que j'aime particulièrement là-dedans, c'est que dans mon parcours professionnel, quand on me parlait de développement durable, jusqu'à il n'y a encore pas très longtemps, j'avais vraiment l'impression que le développement durable, c'était une contrainte exogène. Le truc en plus qu'on fait quand on a du temps et de l'argent. Et combien de fois dans ma vie professionnelle, j'ai bien senti que je devais concilier la dimension sociale ou environnementale par rapport à la dimension économique. Combien de fois, je sais que quand j'ai fait en conscience un acte d'achat à l'époque où j'étais directrice d'achat chez un fournisseur qui traitait ses déchets, je savais que ça allait me coûter plus cher qu'un fournisseur qui ne traitait pas ses déchets. Mais j'allais gagner en termes de gestion des risques derrière. Et je sentais bien à ce moment-là qu'il fallait concilier l'environnement avec l'économie dans ces moments-là. Je ne conciliais pas, justement, pour le coup, c'était l'économique au détriment de l'environnement. Et inversement, parfois, combien de fois mes managers m'ont demandé d'aller chercher des fournisseurs dits low cost dans des pays à bas coût, avec des conditions de travail qui n'étaient clairement pas OK pour moi en termes de valeur. Ce que le référentiel économie de la fonctionnalité permet, c'est de considérer le développement durable comme une contrainte qui va amener de la créativité et permettre de créer de la valeur et d'innover. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Et on n'innove pas dans quelque chose qui est en plus. On n'est pas en train de vous dire on va mettre des panneaux solaires ou on va changer les LED de votre maison, enfin de votre entreprise. On est vraiment en train de dire on va agir sur le cœur de métier de votre organisation. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui va se faire ensuite naturellement dans le temps. Pour ce faire, il y a cette citation d'Einstein que je trouve vraiment très intéressante. Einstein, il dit dans le contexte actuel, la folie, c'est de se comporter de la même manière et d'attendre un résultat différent. Continuer à imaginer qu'en faisant des choses légèrement différemment, eh bien, ça va pouvoir transformer complètement, ça n'est pas possible. En fait, il faut vraiment mettre des lunettes différentes, voir le monde différemment. Parce qu'on ne résout pas un problème avec le raisonnement qui l'a créé. Et je trouve que c'est vraiment ça qu'invite le référentiel économie de la fonctionnalité, c'est à voir le monde autrement, avec d'autres couleurs de lunettes. En termes d'effets utiles, alors l'économie de la fonctionnalité, ça a une vingtaine d'années en termes de recherche, une dizaine d'années
Depuis une dizaine d'années, ça se développe dans les entreprises. Il y a environ 500 entreprises qui ont été accompagnées, formées à l'économie de la fonctionnalité. Et on a une association sur le nord de la France, en Côte d'Opale, qui existe depuis 10 ans, et donc qui a des retours d'expérience, et aujourd'hui qui est capable de dire que le référentiel, parmi les effets du référentiel économie de la fonctionnalité sur l'organisation, c'est 3 emplois sauvés ou créés en moyenne. C'est 95% de dirigeants qui trouvent plus de sens dans leur travail et 76% des entreprises adhérentes qui créent de nouvelles offres et des nouvelles offres qui permettent de prendre davantage en charge des enjeux sociaux ou sociétaux. Dans le cadre de cette présentation, je vais appuyer la description et la définition de l'économie de la fonctionnalité au travers d'un cas concret. Ce cas, c'est le cas d'une entreprise qui s'appelle Solève. Solève, c'est une boîte qui est située à Carpentras. Donc ils sont dans le secteur de l'aménagement et de l'entretien d'espaces verts, donc ce sont des jardiniers pour beaucoup. Ils travaillent essentiellement en B2B. Ils interviennent sur le quart sud-est de la France et c'est une boîte qui a été créée en 2007. Parmi les activités, donc ils ont plusieurs activités dans leur métier. Ils peuvent faire de la réhabilitation de carrières, de l'entretien de grandes infrastructures, de la création, de l'entretien de jardins. Dans l'exemple que je vais vous donner, où ils ont repensé leur offre, c'est un exemple où ils bossent avec la SNCF. Alors, si je fais ça et que je fais ça, est-ce que ça marche? Voilà, donc vous n'entendez pas le son, mais c'est pas grave, j'ai pas besoin du son. C'est juste pour vous montrer l'activité associée à cette offre. Donc on voit un jardinier qui est en train de mener une opération de débroussaillage de part et d'autre d'une ligne de chemin de fer. Et le contrat, on a un cahier des charges très détaillé qui explique que le job de Solève, c'est d'élaguer et de débroussailler sur 2 mètres de part et d'autre des chemins de fer. Et ça, sur l'unité de vente, c'est des kilomètres de chemin de fer débroussaillés et élagués. Voilà, alors on va changer maintenant. Au démarrage de la réflexion que mène donc Quentin Le Faucheux, qui est le patron de la boîte, il prend conscience qu'il est sur un marché avec une très forte concurrence, la technologie événementielle, le cahier des charges est extrêmement détaillé. Et donc, qui dit concurrence, c'est comme pour Flexing, ça dit intensification du travail et baisse des marges. Qui a pour conséquence de la démotivation de collaborateurs. Démotivation, pourquoi? Je vais vous donner un exemple très concret. Parce qu'en fait, le collaborateur n'est plus mobilisé sur ses compétences. Qu'est-ce qui lui arrive? Le collaborateur, on lui dit, ton job, c'est de délaguer, de débroussailler de 2 mètres de part et d'autre du chemin de fer, et point barre, sur plusieurs kilomètres. Et parfois, lui, en tant qu'expert de son métier, il lui arrive de voir un arbre qui n'est pas en bon état, mais qui n'est pas dans ce périmètre-là des 2 mètres. Et donc, il n'est pas censé... le contrat dit qu'il n'est pas censé intervenir sur cet arbre et l'élaguer. Alors que sa compétence lui dit que l'arbre, il n'est pas en bonne santé, qu'un de ces 4, il va tomber sur les chemins de fer. Et à ce moment-là, le collaborateur, il a 2 possibilités. Soit il prend sur lui, et il décide de faire du travail qui n'est pas prévu au cahier des charges. Ça veut dire qu'en général, globalement, il rentre sur sa pause déjeuner, ou il rentrera plus tard le soir. Et puis, il peut avoir un patron qui lui dit « mais ça, c'était pas demandé, ça fait pas partie du cahier des charges, on passe trop de temps sur les affaires ». Ça peut arriver, ce type de discours-là. L'autre solution qu'il a, c'est de ne pas le faire. Et là, c'est compliqué parce que quand tu es engagé dans ton métier, quand tu as envie de bien faire ton métier, c'est pas très agréable de se dire tant pis, je ne fais pas bien mon métier. Et tout ça s'accompagne dans cette période d'une remise en question du dirigeant qui se dit à quoi bon tout ça en fait, à quoi bon au regard de ces limites dans lesquelles mon modèle économique est. Alors comment on va faire pour s'en sortir? Donc, il va d'abord travailler sur la compréhension de son modèle économique, vous l'avez vu, et c'est l'atelier que je vais vous proposer dans un second temps. Et puis ensuite, il va venir bosser sur la raison d'être de sa boîte. La raison d'être de l'entreprise aujourd'hui, c'est toujours à votre écoute. Construisons ensemble des réponses innovantes à vos enjeux avec la nature et dans son respect. Donc, il est vraiment allé chercher quelle était la finalité de son entreprise et comment il pouvait contribuer à son échelle, sur son territoire, par l'activité de l'entreprise.
Ensuite, il a internalisé des externalités et révélé les effets utiles pour pouvoir transformer le cœur de son métier. Alors, comment est-ce qu'il a fait ça? Il est allé écouter son client, un peu comme l'a fait d'ailleurs Julien Dacosta chez Flexi. Il est allé re-questionner la demande. Et au départ, la demande de la SNCF, c'est et sur de part et d'autre des chemins de fer. Mais en fait, quand on vient s'interroger sur le pourquoi et à quoi ça sert et comment le travail contribue à quelque chose d'important pour la SNCF, eh bien, ils se sont rendus compte que l'un des effets principaux attendus, c'était la fluidification du trafic et l'amélioration de l'image de marque de la SNCF. Et à partir de ce moment-là, c'est comme s'il y avait un nouveau monde qui s'ouvrait autour de Solève dans la compréhension de ce qui est en jeu pour le client. Ça n'est pas élaguer et débroussailler, c'est contribuer à fluidifier un trafic et améliorer l'image de marque de la SNCF. Pourquoi? Parce que quand le trafic était interrompu par des enjeux de faune et de flore, c'est des trains en retard. Les trains en retard, ça pêche sur l'image de marque de la SNCF. On attend des trains qui sont à l'heure et qui partent à l'heure et qui arrivent à l'heure. Mais aussi, ça a un coût financier très important. De mémoire, je crois que c'est 200 000 euros par train interrompu. Pas une mince affaire, quoi. Et donc, à partir du moment où, en fait, Solève a su entendre quels étaient ce qui était en jeu chez le client et le prendre sur soi ce qui était en jeu chez son client, eh bien, l'offre s'est complètement transformée. Et pour faire cette transformation, ils se sont appuyés sur les ressources immatérielles de l'entreprise, et notamment les dimensions compétences, confiance et pertinence. Je vais vous en reparler un petit peu plus quand je vais vous décrire cette nouvelle offre. Alors, cette nouvelle offre, c'est quoi? Eh bien, à partir du moment où la SNCF s'est dit, Solève s'est dit, OK, notre rôle, il est de contribuer à fluidifier le trafic et à améliorer l'image de marque de la SNCF, ils se sont dit, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on contribue à fluidifier ce trafic-là? Et donc, ils se sont rendus compte, par exemple, qu'en plus de leur activité de débroussaillage et d'élagage, il y avait des clôtures de protection de part et d'autre pour éviter que les animaux ne traversent, ou parfois les humains. Et que ces clôtures étaient endommagées. Donc eux, ils avaient beau faire un super job pour débroussailler et élaguer, si les animaux passaient à travers les grillages, c'était foutu. Donc ils se sont mis à discuter avec les clôturistes qui bossaient avec la SNCF et ils ont créé un outil digitalisé pour pouvoir, au travers de supports tablettes assez pratiques, prendre des photos, partager de l'information, aussi bien avec la SNCF qu'avec les clôturistes. Et notamment, cette application, elle permet d'indiquer aux clôturistes à quel endroit la clôture est endommagée, de telle sorte à ce que le clôturiste ait cette information le plus vite possible et intervenir. D'ailleurs, pour faciliter l'intervention des clôturistes, parfois, il y a besoin de donner l'accès aux clôturistes parce qu'on est dans des zones où justement il y a plein de ronces. Et donc, comme les jardiniers sont sur place avec leurs machines, là, comme vous avez vu sur la vidéo, eh bien, c'est pas grand-chose. Mais par contre, ça fait gagner beaucoup de temps et ça facilite le travail des clôturistes. Et là, on voit comment est-ce que se met en place un système qu'on appelle coopératif, ou comment le clôturiste et Solève se met à bosser ensemble. L'espace de coopération, il se crée aussi entre la SNCF et Solève avec le clôturiste parce que dans cette ambition de contribuer à fluidifier le trafic et à améliorer l'image de marque, eh bien, Solève a besoin d'avoir du feedback. Solève et le clôturiste ont besoin d'avoir du feedback. Ils ont besoin de savoir si le travail qu'ils mettent en œuvre a les effets escomptés en termes de réduction d'arrêt, d'interruption de train. Et ça, c'est pas évident pour la SNCF parce qu'on est sur des données qui sont confidentielles. C'est chaud, parce que c'est vraiment des éléments très importants dans l'entreprise. Et ouvrir les cahiers et être transparent là-dessus, ça se fait pas tout seul et facilement. Mais avec la confiance, la transparence, petit à petit, ça se fait de façon de plus en plus fluide. Cette nouvelle offre-là, elle va mobiliser en fait les collaborateurs à partir vraiment de leurs compétences. C'est-à-dire qu'on ne va pas leur demander d'élaguer et de débroussailler bêtement sur les 2 mètres. On va leur demander de contribuer à fluidifier le trafic en évitant les interruptions à cause de la faune et de la flore. Et donc, la façon avec laquelle ils vont mobiliser leurs compétences, la façon avec laquelle ils vont travailler avec pertinence, eh bien, change totalement. Et ça, pour conséquence, de faire un travail de débroussaillage, par exemple, juste nécessaire, et de contribuer à l'amélioration de la biodiversité, tout simplement. Donc ça, c'est chouette. En termes
Alors, les effets c'est quoi? Eh bien, en 2 ans, les accidents ont chuté de moitié, ce qui représente une économie de 2,4 millions pour la SNCF. La relation de confiance s'est installée entre la SNCF et Solev, et donc ils ont, quand j'ai interviewé Quentin, il me disait on a triplé les tronçons, c'est-à-dire qu'ils ont multiplié par 3 la longueur dont ils sont en responsabilité. C'est une entreprise qui depuis 5 ans a une augmentation de 20% de leur chiffre d'affaires. C'est une entreprise aussi qui a des collaborateurs aujourd'hui qui sont mobilisés, engagés, à qui on demande d'être autonomes, et on vient les chercher sur leur dimension professionnelle, donc ça a beaucoup plus de sens dans leur travail. C'est des gens, ils font plein d'actions, pour aller voir sur leur site internet, plein d'actions en vue de préserver la biosphère. Et en termes d'individus, en tant que patron, pour Quentin, ça a vraiment été une transformation pour lui. Moi, j'ai rencontré un vrai leader charismatique. Et alors, Quentin, il me dit, quand tu fais cette présentation, Élodie, s'il te plaît, dis-leur que l'économie de la fonctionnalité n'est pas une solution miracle. Tout n'est pas rose et tout n'est pas facile. Donc, je vous le dis, par respect pour Quentin et puis par conviction aussi, parce que l'économie de la fonctionnalité, ça ne change pas un modèle économique de façon miracle en un claquement de doigts. D'abord, c'est un processus qui met du temps, de compréhension, de maturation. Et puis, ce que Quentin me dira, c'est qu'à coup sûr, ce processus, il va permettre de prendre la hauteur. C'est vraiment une forme d'exploration et de compréhension du modèle économique, des acteurs, des parties prenantes qu'il y a autour de l'entreprise. C'est aussi une véritable introspection en tant qu'individu, quand on est patron de boîte, en tant qu'une introspection au niveau de l'entreprise. Et lui, il parle d'alignement dans sa fonction de dirigeant entre sa mission de vie, la raison d'être de l'entreprise, en étant au service de quelque chose qui est plus grand que juste faire du chiffre d'affaires. On est au service de ses clients et parfois sur certaines activités, il est même au service de son territoire. Et donc ça, pour lui, c'est beaucoup plus important. En économie de la fonctionnalité, un des enjeux, c'est d'aller jusqu'à la vente de la performance d'usage. Et Solev, dans le cas présent, n'est pas allé jusqu'à la vente de la performance d'usage. Vendre la performance d'usage, ça aurait vendre des kilomètres parcourus qui est l'unité de facturation, des kilomètres élagués qui est l'unité de facturation, mais plutôt à vendre une capacité à fluidifier le trafic et à faire des économies là-dessus. Donc ils avaient imaginé un modèle économique qui serait basé sur, par exemple, les 2,4 millions économisés. Il y en a 40% qui sont des économies directes pour la SNCF, 40% qui sont du résultat du chiffre d'affaires pour Solev, pardon, et les 20% restants qui sont mis au service d'un laboratoire collectif permettant d'être au service de cet enjeu de fluidification du trafic et comme source d'investissement dans des nouveaux outils, projets, etc. Bon, ça c'était la théorie. Dans la pratique, la SNCF n'a pas été en capacité d'aller contractualiser jusque-là, tout simplement parce que le marché n'était pas prêt. Et pour Quentin, ça c'est OK en fait, parce que si on lui dit, alors dans ce contexte-là, t'as pas réussi à aller jusqu'à la vente de la performance d'usage, est-ce que c'est un problème pour toi? Et en fait, pour rien au monde, c'est un problème, c'est-à-dire que si cette intention est mobilisatrice et l'a aidé à se mettre en mouvement, les effets utiles qui sont plus de sens au travail, des collaborateurs qui sont motivés, des clients qui sont contents, et ça amène une rentabilité. Et ça permet à l'entreprise d'être durable dans les deux dimensions, à la fois pérennité financière comme réduction des impacts sur le plan environnemental, social et sociétal. C'est déjà génial, ça suffit, quoi. Donc, si c'était à refaire, il dit oui, hein, vous avez compris. Tout d'abord, parce que cette façon de travailler donc, lui a permis de redonner du sens dans son métier, hein, l'alignement pour lui. Et puis ensuite, parce que c'est beaucoup plus en lien avec son propre mode de fonctionnement, un mode de fonctionnement qui est basé sur avoir de belles relations avec ses clients, avoir de belles relations avec ses collègues. Et ça, c'était très important pour lui. Alors, le chemin parcouru en synthèse, le chemin parcouru, vous l'avez compris, d'abord, c'est une prise de conscience des limites et impasses du modèle économique. Cette prise de conscience, elle passe par un travail d'analyse des différentes dimensions du modèle économique. Et au travers de l'atelier que je vais vous proposer dans quelques minutes, eh bien, on va commencer un petit peu, hein, parce qu'évidemment, il faut un peu plus de temps que la demi-heure prévue dans le cadre de ce webinaire. Mais on va commencer à cheminer dans la compréhension de ce modèle économique. Donc, prise de conscience des limites, compréhension du modèle économique dans ces 6 dimensions.
Et puis ensuite, une entreprise et des collaborateurs, la raison d'être, leur valeur, une raison d'être qui doit être utile au territoire et contribuer à la préservation de la biosphère. Hein, c'est non négociable en économie de la fonctionnalité de la coopération, j'ai envie de dire. Et comment est-ce qu'il va s'y prendre? Il va s'y prendre notamment en développant des ressources immatérielles pour créer de la valeur. On est vraiment sur apporter plus de valeur à son client. Alors d'ailleurs, quand je parle de valeur, souvent, quand on a valeur dans la tête et on a monétarisation, on a valeur égale sous-sous. Alors, c'est pas que ça en économie de la fonctionnalité de la coopération, les enjeux de valeur. La valeur, c'est qu'est-ce qui a de la valeur pour l'autre et pour moi. Et parmi cette valeur-là, il y a une dimension monétaire. Mais avoir plus de sens dans son travail, avoir des relations de confiance avec ses clients, et puis j'en ai pas d'autres en tête, mais ce sont des éléments de valeur. Il va y avoir un enjeu d'externalisation des externalités. Là, dans le cas présent, parmi les externalités, il y avait un enjeu de préservation de la biosphère en protégeant la biodiversité. C'est ce qu'ils ont pu mettre en œuvre dans le cadre de cette offre. Des logiques de frugalité ou de mutualisation des ressources matérielles. Dans le cadre présent, la mutualisation de la ressource matérielle, c'est ce fameux logiciel, cet outil digital qui a été développé pour communiquer plus aisément avec la SNCF et avec les clôturistes. Et de façon générale, hein, cet outil aujourd'hui, il est utilisé avec l'ensemble des clients et il est utilisé en interne. Ça leur permet de faire du retour d'expérience. Et avec les clients, ça leur permet d'avoir à chaque intervention, de montrer le travail avant, après, et puis de faire un topo sur l'activité qui a été exercée et de révéler justement le travail et la valeur produite. Et tout ça, en mettant en œuvre, en établissant un écosystème coopératif, c'est-à-dire un ensemble de parties prenantes qui coopèrent. C'est le cas, comme je vous le disais tout à l'heure, entre Clôturis, la SNCF et Soleil. Alors, ça fait 40 minutes qu'on a démarré et c'est seulement maintenant que je vous donne la définition de l'économie de la fonctionnalité de la coopération, parce que sinon, on ne la comprend pas. À mon grand regret, mais c'est comme ça aujourd'hui. Alors, l'économie de la fonctionnalité de la coopération, vous l'avez compris, ça j'en suis sûre, l'objectif, c'est de concilier performance économique, sociale, environnementale. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? On va tendre autant que possible vers un rapprochement de la valeur économique de la valeur d'usage. La valeur d'usage, c'est la fluidification du trafic, par exemple, et la valeur économique, c'est les euros que tu as sur ta facture. Donc, on va tendre vers rapprocher la valeur économique de la valeur d'usage. Et comment on va s'y prendre? Eh bien, on va mettre au centre de l'organisation les effets utiles produits, plutôt que la vente en grande quantité de biens et de services. Donc, on va vraiment se poser la question de quels sont les effets utiles produits, et c'est ça qu'on va mettre au centre de l'organisation, produire des effets utiles. On est vraiment sur une économie de l'utile en économie de la fonctionnalité de la coopération. Et pour faire ça, l'organisation, elle va s'appuyer sur ses ressources immatérielles qui se révèlent dans le travail. On parle d'effet ciseau en économie de la fonctionnalité en disant qu'on va tendre autant que possible par avoir une décroissance de la consommation de ressources matérielles, hein, quand je vous parlais de mutualisation ou de frugalité dans la conception et la production de certains produits. Donc on va vraiment tendre vers une décroissance en termes de consommation de ressources matérielles et on va accroître les ressources immatérielles. Et c'est par la croissance de ressources immatérielles, souvent on pourrait dire simple, c'est quand on additionne des services avec des produits, eh bien on va pouvoir créer plus de valeur. Alors quand je dis ça, on pourrait imaginer que l'économie de la fonctionnalité, ça ne concerne du coup que les entreprises qui fabriquent des produits. C'est pas le cas. L'économie de la fonctionnalité est tout à fait transposable sur des entreprises de services. Donc, en d'autres termes, une trajectoire en économie de la fonctionnalité de la coopération, c'est un ensemble de transformations qui permettent de sortir d'un modèle centré sur l'accumulation et le volume. Un ensemble de transformations parce que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Les statistiques disent qu'une transformation d'un modèle économique, ça va prendre entre 6 et 9 ans. Entre le moment où on a pris conscience, on commence à faire adhérer autour de soi ces parties prenantes, on révèle les effets utiles et voilà, on se met au boulot, on change des choses dans l'organisation, on met en œuvre des transformations. Et ces transformations d'une entreprise à l'autre, ça va varier de l'environnement interne et externe dans lequel elle est.
Pour certaines, il y a des marges qui vont sembler plus importantes que d'autres, plus accessibles que d'autres. Et l'idée, c'est de mettre en œuvre progressivement ces transformations, avec l'enjeu de parvenir à progresser vers un modèle économique qui redéfinit ce qui a de la valeur et la manière de la produire en fonction de l'utilité du bien et du service. L'atteinte de cette performance d'usage dépend d'un ensemble de parties prenantes, vous l'avez vu dans le cadre de Solève, et on sent bien les interrelations entre le clôturiste, SNCF et Solève. Donc l'enjeu de coopération est au cœur de la création de valeur. Et le client, on ne parle plus de client, on parle de bénéficiaire. Alors dans le cadre du travail que je vais vous faire faire, je vous parle encore de client, mais si on avait le temps d'échanger ensemble, on ne parlerait plus de client, on parlerait de bénéficiaire ensemble. Et parce qu'en fait, on est tous des acteurs de la création de cette valeur-là. Et dont l'intention est vraiment de performer sur les enjeux sociaux et sociétaux. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on sent à un moment donné qu'on est sur un chemin vers un nouveau modèle économique? Quelques indices et clairement, la liste pourrait être complétée. On a une organisation qui passe d'une logique de volume à celle de service. Ok, l'idée c'est de gagner plus pour vendre moins. C'est le cas de Flexing dont je vous ai parlé en début de conférence. Il y a une intention aussi de mettre en œuvre la confiance et de mesurer la compétence. Il y a tout un travail autour du pilotage par la valeur et non des résultats. Je vous disais, on est centré sur les effets utiles plus que sur les résultats. Bien sûr, les résultats sont importants, je ne dis pas ça, mais on pilote la boîte par la valeur créée. Il y a aussi l'idée d'être un acteur qui contribue à développer son territoire. Et voilà, la valeur produite par l'entreprise est utile et ça a plus de sens pour vous. Quand je dis vous, c'est vous en tant que collaborateur ou vous en tant que gérant. Je vois qu'il y a Barbara qui a levé la main. C'est bien parce qu'on arrive à un moment donné où l'étape d'après, c'était le moment où j'allais vous mettre au boulot. Donc peut-être que Barbara, Carole, est-ce que tu as des questions est-ce qu'il y a des questions qui sont apparues avant qu'on enchaîne sur la partie on se met au boulot? Non, pour l'instant, il n'y a pas de questions. N'hésitez pas à utiliser le chat. Ok. Barbara, c'est peut-être une mauvaise manip, je lève la main et... Ah si, quelle est la différence entre économie de la fonctionnalité et RSE? Moi, je dirais que il y a un enjeu de comment on s'y prend. En économie de la fonctionnalité, on vient vraiment transformer le modèle économique. On agit au cœur de l'activité même de l'entreprise. Vous l'avez vu, Solève, il ne bosse plus de la même manière. Donc, ça transforme le travail. Comment dire et Flexing, c'est pareil. Ça transforme le travail. Et il y a cet enjeu de sortir d'une logique de volume pour passer à une logique de service où on va vendre la performance de l'usage. C'est pas quelque chose qu'on retrouve, je pense, dans le référentiel RSE. C'est compatible, bien sûr, parce que ça porte la même intention. Alors, il y a Madeleine qui dit « Nous sommes passionnés, vos propos sont d'une telle pertinence, hâte de pratiquer. » Merci Marlène. Ça donne du baume au cœur à 9h47. Est-ce que l'entreprise a le temps d'attendre entre 6 et 9 mois pour se transformer au regard de l'exigence économique? Ah, ça, j'adore cette question-là. Alors, effectivement, il y a plusieurs choses quand je lis cette question que j'ai envie de vous dire. Quand parfois, on me dit à qui s'adresse l'économie de la fonctionnalité, quelle typologie d'entreprise. Bon, alors, la première réaction que j'avais au départ, c'était de dire toutes les boîtes, vous avez compris, entreprises de services, industrie, produits, bon, tout le monde peut... D'ailleurs, quand je parle d'entreprise, c'est imparfait, parce qu'il faudrait que je parle d'organisation, c'est-à-dire on accompagne aussi des collectivités à repenser leur modèle économique. Ça, je kiffe aussi. Et donc, voilà, tout type d'organisation, association aussi, tout type d'organisation peut repenser son modèle économique. Mais, je dirais que celles qui sont le plus en situation de danger imminent, ça n'est pas la solution, parce que le temps de transformation ne va pas vous empêcher de prendre le mur dans la tête. Et donc, on a eu accompagné il y a quelques années un qui était en... Comment ça s'appelle? Je ne trouve plus le nom. En surveillance, là, je ne trouve plus le mot exact.
parce que des grosses difficultés économiques. Et là, en fait, là, c'est comme quand le bateau il coule, hein, la seule chose qu'il faut, c'est vider l'eau du bateau. Hein. C'est les enjeux de stratégie, c'est pas le moment. Hein. Le moment, c'est d'abord, on a besoin d'avoir une organisation qui soit un peu économiquement saine pour pouvoir avoir le temps justement de transformer le modèle économique. Une transformation de modèle économique, il faut imaginer un paquebot hein, qui est votre organisation, et ce paquebot il a une inertie, mais il n'est pas tout seul, hein, parce qu'il a des parties prenantes en interne, des collaborateurs, à l'extérieur, des clients, des fournisseurs, des partenaires, etc. Et c'est toute cette masse-là, c'est tout ce volume-là qu'il faut accompagner. Après, il n'y a pas l'idée de dire je suis une boîte économie de la enfin je suis une entreprise EF ou je ne le suis pas. C'est pas comme ça que ça marche en fait. L'économie de la fonctionnalité, c'est un ensemble de transformations. Et donc, déjà, par les premiers éléments de transformation, on va déjà faire un pas de côté. Et ce pas de côté-là, il crée déjà la différence. Je pense à une boîte notamment qu'on a accompagnée, qui fait partie des membres fondateurs de Terre2FC, qui très vite a su révéler la valeur de son travail. C'est une entreprise d'ergonomie. Et en discutant avec ses clients, eh bien, les clients ont révélé qu'un des effets utiles de l'activité de cette entreprise d'ergonomie, c'est de contribuer à ce que les projets arrivent à leur terme. Ce qui n'est pas du tout l'ambition de départ des ergonomes, puisqu'ils sont là pour améliorer le travail. Mais bon, en tout cas, parmi les effets utiles, il y a, quand on bosse avec la société Tartampion, eh bien, on sait que les projets arrivent à leur terme. Et pour une entreprise comme l'entreprise dont je vous parle actuellement, eh bien c'est hyper important parce que des projets qui démarrent et qui meurent dans l'œuf, ça a un coût important pour l'entreprise, ça a une énergie qui est mobilisée à un endroit plutôt qu'à un autre, et en termes de motivation des collaborateurs, c'est pas on interrompt un projet comme ça parce qu'il s'étiole, parce que je sais pas quoi, bref. Et donc, eh bien, à partir du moment où la valeur a été révélée, les relations commerciales ont été transformées. C'est-à-dire que quand ce même acheteur revenait vers cette entreprise en lui disant « Oui, alors les concurrents, ils sont à 10 jours et toi, tu es à 14. Est-ce que tu pourrais passer à 10 ?» Ou alors là, vous avez un taux horaire à telle valeur quand les concurrents sont en deçà du taux horaire. Eh bien, la question toute simple, c'était « Mais de quoi on parle ?» Est-ce que quand tu achètes la prestation, quand tu travailles avec nous, tu sais que tu achètes des jours ou est-ce que tu achètes les effets utiles qui vont avec? Et combien ça vaut les effets utiles? Le delta là, des 4 jours supplémentaires ou des 20% de delta de taux horaire? Et la relation commerciale est déjà différente. Alors, on n'a pas visuellement une entreprise qui a transformé des modèles économiques. Elle n'est pas en train de vendre la performance d'usage ou quelque chose qui serait en lien avec le projet, il arrive à son terme ou pas. C'est pas ça, la facture, c'est toujours la même. Par contre, la relation commerciale, elle est différente. François, j'espère que j'ai un petit peu répondu à votre question. On va passer au boulot. On va se mettre au boulot. Et puis, alors, moi, j'adore les questions comme ça. On a encore 40 minutes. Donc, vraiment, posez-moi des questions. Je kiffe. Alors, on va se mettre au boulot. Alors, se mettre au boulot, c'est quoi? Alors, je vais vous demander de trouver 2 belles feuilles et un stylo. Un stylo, 2 feuilles. On va faire quelque chose que j'ai jamais fait en atelier avec autant de monde, mais bon, innovons, hein, c'est les joies de cette période-là. Osons. Mon objectif sur ce premier atelier, il est de commencer, mais vraiment on est dans la première étape de prise de conscience, de comprendre la manière dont l'entreprise ou l'organisation dans laquelle vous travaillez développe son offre. Alors, ce travail-là, que vous soyez dirigeant, que vous soyez collaborateur d'une entreprise, que vous soyez étudiant, que vous bossiez dans une collectivité, tout ça c'est possible. Hein. Définissez-vous juste au départ le périmètre de réflexion dans lequel vous êtes. Et je vais vous inviter à réfléchir autour de 6 questions qui sont, je dirais, les 6 premières questions qu'on ce sont, voilà, j'ai utilisé cette image-là de fondation, de structure, vous voyez, parce que c'est l'idée de dire, en fait, ces questions-là, elles vont être un petit peu
ouais, la structure la compréhension en fait de la structure de votre organisation. Dans le bâtiment, on dirait que c'est la charpente, hein, c'est-à-dire que transformer son modèle économique, ça ne se fait pas comme ça, vous l'avez compris. Et puis, il est important d'en comprendre où sont les murs porteurs, comment est foutue la charpente, pour pouvoir, quand on va le transformer, être sûr que ça ne va pas nous tomber sur la gueule. Donc, c'est ça un peu l'idée de cette première étape. Donc, on va ensemble débroussailler ces premières questions. Et pour ce faire, donc, je vous invite à prendre 2 belles feuilles et un stylo. Et puis plus tard, pour ceux qui le souhaitent, je vous invite à relire votre note. C'est pour ça que j'insiste sur l'idée de vous faire écrire. Parce que derrière, vous pourrez y revenir. Et puis, vous pourrez y revenir avec vous-même, mais l'idée, idéalement, hein, c'est que si vous avez envie de poursuivre cette réflexion, c'est que vous alliez y réfléchir avec vos parties prenantes. C'est-à-dire, ça peut être à la fois des collaborateurs, des clients, des fournisseurs, des partenaires, pour voir comment est-ce que eux perçoivent votre organisation. C'est toujours très riche d'apprentissage, ce genre de réflexion. Et puis, dans le travail qu'on va faire là, on va être sur du débroussaillage, donc il va y avoir des mots-clés, il va y avoir peut-être vous allez au mieux être capable de construire des phrases, mais ces phrases n'auront pas la qualité nécessaire. L'idée, c'est que vous soyez en capacité, quelque part, de construire à la fin un texte constitué idéalement de 6 phrases, ces 6 phrases répondant à la suite des unes des autres à chacune des questions. Et donc là, il y a tout un travail autour d'être capable de construire des phrases courtes. Moi, je dis souvent au maximum 20 mots, qui soient fluides dans la façon avec laquelle elles sont construites elles-mêmes et comment elles s'imbriquent les unes par rapport aux autres, synthétiques, impactantes. Hein, le choix des mots, de la sémantique est très important. Mais ça sera dans un deuxième temps. On va bien évidemment pas avoir le temps de le faire dans les 20 minutes qui suivent. Alors, on va parler des dimensions du modèle économique dans les 6 domaines. On va parler d'une partie, d'ailleurs, on ne va pas tout faire parce qu'on n'a pas le temps là, d'une partie des 6 domaines du modèle économique. Donc, c'est parti, c'est le moment où on démarre l'atelier. Une feuille, un stylo. Alors, ça va être un peu bizarre parce que l'interaction n'est pas toujours évidente dans le cadre de cette façon de bosser. Et donc, ce que je vais vous poser, c'est que si vous avez des questions sur les questions, vous pouvez les écrire. Et si vous avez des réponses aux questions, je veux bien les voir affichées parce que ça me donnera de la matière éventuellement pour rebondir. Et ça permettra d'améliorer, de compléter. La première question, c'est quelle valeur apporte une des offres de votre entreprise au marché? Donc l'idée, c'est que vous avez défini une organisation dans laquelle vous souhaitez réfléchir autour de cet atelier. Et dans cette organisation, vous prenez une offre. Un produit, un service, une offre. Et vous vous demandez quelle est l'offre proposée par mon entreprise, par cette entreprise ou cette organisation. Quels sont les bénéfices qui apportés par cette offre aux clients? Alors vous voyez, j'ai mis client. On pourrait encore aller plus loin en parlant de bénéficiaires. Et là, on ouvrirait encore un autre champ de parties prenantes. Mais pour l'exercice, restons sur quel bénéfice apporte cette offre aux clients. Quel problème cette offre résout pour vos clients et quelle peine cette offre enlève aux clients. Voilà, je vous laisse vous mettre au boulot là-dessus. Et je vais parler un peu, mais pas tout, parce que je veux que vous puissiez commencer à réfléchir avec vous-même sur c'est quoi comme offre que propose l'entreprise, quels sont ses bénéfices. Il est important dans une organisation de savoir à tout moment quelle valeur l'offre apporte à nos clients. Voilà, donc je vous laisse 3 minutes pour réfléchir à ça. Donc, comme je vous le disais, hein, la valeur, c'est quelque chose dont la sémantique mérite vraiment d'être pesée, d'être impactante, d'être synthétique. Alors, je ne peux pas m'empêcher. J'ai un copain qui a croqué les enjeux de valeur. Là, il a fait un petit dessin, je vais vous montrer. Hop là. Peut-être ça va vous inspirer.
Donc voilà, la question à laquelle je vous invite à penser, c'est voilà, quelle est l'offre qui est proposée et en quoi elle a de la valeur pour les clients. Pour l'instant, on reste focalisé client. Merci Julien pour le dessin. Si vous avez des questions, posez-le sur le chat. Et puis peut-être qu'il y en a qui ont déjà commencé à me poser quelques mots. Et c'est possible aussi de les partager sur le fil de conversation. Ça permettra de se connaître entre participants et puis éventuellement je pourrai réagir dessus. Alors Julien, tu poses des questions sur les actions prévues en 2021. On en parlera à la fin. Pour l'instant, restons focalisés sur la proposition de l'atelier. Merci pour cette question, Julien. Si on reprend le cas de l'exemple de Solève, la valeur, les bénéfices apportés, c'est vraiment la fluidification du trafic, l'amélioration de l'image de marque. Ça, c'est pour les clients. En interne, il y en a d'autres. En interne, il y a la motivation, l'engagement, le sens au travail pour le dirigeant, la professionnalisation des collaborateurs qui sont mobilisés parce que l'activité mobilise avec pertinence leurs compétences. Voilà, ça fait partie. Voilà comment Solève pourrait répondre à cette question. On va passer à la question d'après. Question 2, c'est comment est-ce qu'on va produire la valeur? Quels sont les moyens mis en place pour produire la valeur? Comment est-ce qu'on va s'organiser pour produire cette valeur? Quelles sont les ressources matérielles et immatérielles qu'on va mobiliser pour produire cette offre qui va avec? Donc là, on est vraiment sur la partie dans les 6 dimensions du modèle économique, sur la partie mode de mobilisation et développement des ressources, matérielles, immatérielles, et puis organisation du travail, organisation en interne. Est-ce qu'on est plutôt sur une organisation taylorienne ou sur une organisation basée sur la réflexivité, donc notamment avec beaucoup de partage d'expériences? Est-ce qu'on a une organisation inter-entreprise, parce qu'on bosse en filière, en sphère multifonctionnelle, on a une logique de chaîne de valeur, ou on bosse plutôt dans un écosystème coopératif? Voilà. Comment est-ce qu'on s'organise pour produire cette valeur et quelles ressources on mobilise? Je vous laisse à nouveau 2-3 minutes pour réfléchir. Prenez le temps d'écrire ce qui vous vient à l'esprit. Vous faites, j'ai envie de dire, l'effort de consacrer du temps à cette conférence-là. Mais utilisez-le pour que ça vous nourrisse dans vos réflexions. Vous en ferez ce que vous voulez après. Mais si vous avez en tout cas envie d'y revenir, eh bien vous aurez ce cadre-là qui vous aura aidé dans un premier temps à tenir la réflexion. Alors, souvent, on oublie de parler de ressources immatérielles. Par exemple, celle des compétences. On peut imaginer la scène où on se dit, ben oui, il y a Dédé qui maîtrise super bien et parfaitement cette façon de travailler, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et en fait, ben non, c'est peut-être pas forcément juste comme ça ou normal. C'est peut-être excessivement important parce que le jour où Dédé, eh bien, il est plus là, pour tout un tas de raisons, hein, qu'elles soient pertinentes ou non, mais lorsqu'on est parfois obligé de se séparer d'un collaborateur, c'est en général des années de compétences acquises dont on se sépare. Alors, parfois à juste titre, parfois pas. En tout cas, c'est toujours bien de savoir et de le savoir en pleine conscience et pas de le faire juste par défaut.
Je vous laisse continuer encore à réfléchir quelques instants. Autour de la question des ressources matérielles, on peut aussi d'abord se demander quelles sont les ressources matérielles qu'on mobilise. Je pense par exemple à une salle de réunion. Et puis se demander la façon avec laquelle on l'utilise, quel est l'usage de cette salle de réunion. Et par exemple, on peut aller se poser la question du taux d'occupation de la salle de réunion. On vit dans un monde où il y a quand même des logiques très fortes de chacun veut sa salle de réunion. Et pourquoi faire si c'est pour l'occuper à hauteur de 30%? On pourrait imaginer avoir des logiques où on va s'organiser autrement, aménager l'espace pour faire en sorte que peut-être plusieurs lieux dans cette salle de réunion afin d'optimiser son taux d'occupation. Quand on parle de ressources immatérielles, ah oui, ce que je pourrais vous dire, c'est quand on parle de ressources immatérielles, on parle de 4 ressources. Compétences, quelles sont les compétences qui sont mobilisées pour faire le travail? Comment est-ce qu'on les mobilise avec pertinence, ces compétences-là? La dimension confiance, comment est-ce que la relation que j'établis avec mes parties prenantes est une relation de confiance? Et puis, il y a la dimension de santé. Pour la santé, par exemple, on pourrait se demander quand est-ce qu'on s'est occupé de soi dernièrement, réellement. Parce que cette ressource santé-là, elle a des vraies conséquences sur notre capacité à produire la valeur que l'on produit. Si on est fatigué, irritable, malade, on ne gère pas, on ne produit pas la même qualité, la même valeur. Et peut-être qu'on pourrait planifier sa santé. On pourrait imaginer avoir un agenda dans lequel régulièrement, avec soi-même, on prend soin de soi pour de vrai. On prend soin de notre santé. C'est une ressource fondamentale pour de nombreuses activités. Si on n'a pas d'ordinateur, on sait qu'on est dans la mouise. Mais si on est malade, on sait aussi qu'on peut être dans la mouise. Voilà sur la partie question 2. On va passer à la question 3. La question 3, c'est comment est-ce qu'on va rendre disponible la valeur? Rendre disponible, c'est la question du canal, souvent du canal de communication. Est-ce que c'est... si on est une entreprise où il y a un guichet, ça peut être des horaires d'ouverture, ça peut être des actions de communication, dans la presse spécialisée, sur les réseaux sociaux, le référencement d'un site internet, des partenariats, le bouche à oreille. C'est toujours important de connaître en fait les canaux, la façon avec laquelle on rend disponible notre offre et quel est le canal le plus efficace dont évidemment on prendra soin. Donc moi je vous invite vraiment à mesurer en fait l'efficacité régulièrement des canaux qui sont empruntés et à en prendre soin. Se poser la question de à quoi ça sert un site internet, peut-être qu'il y a une façon de structurer le bouche à oreille, je ne sais pas. Voilà, je vous invite à prendre quelques instants à réfléchir à comment on va rendre disponible la valeur. Alors on passe à la question suivante. La question suivante, c'est une question que j'aime beaucoup, qui n'est pas évidente. C'est comment la valeur est-elle appropriée? C'est vraiment la question charnière avec quand on est focalisé sur les enjeux de monétarisation, hein, comment est-ce qu'on monétarise notre offre différemment. La phase de l'appropriation de la valeur est très importante. L'appropriation de la valeur, c'est, on parle aussi de révéler la valeur.
c'est vraiment comment faire pour le client perçoive cette valeur. Une fois qu'il l'a perçue, c'est comment est-ce qu'on fait pour qu'il reconnaisse qu'une partie de cette valeur, quelque part, on en a une responsabilité. Donc ça vient poser les questions de comment est-ce qu'on s'organise pour révéler la valeur créée. Et comment est-ce qu'on fait pour que le client il en ait conscience quasiment dans sa vie au quotidien de la valeur que l'on crée. Voilà, comment faites-vous pour cela? Un des processus qu'a mis en place Solève, c'est justement ce travail de partage d'informations quant à la réduction et la réduction d'accidents, d'interruption du trafic et qui contribue à la fluidification du trafic et les gains économiques que ça engendre. De telle sorte à ce que on n'associe plus Solève dans ils font des lagages ou du débroussaillage, mais c'est vraiment un acteur qui contribue à améliorer notre image de marque et à nous faire des économies. On sent là quand je dis ça, la relation n'est plus du tout la même. Un autre exemple dont je peux partager avec vous, c'est l'exemple d'une entreprise qui a un service SAV. Et en fait, donc elle conçoit des produits, puis elle a aussi une activité SAV. Et donc le client, en fait, quand est-ce qu'il prend conscience de la valeur de cette activité-là? Eh bien, il la prend conscience quand, eh ben, quelque part, moins il est au contact du technicien SAV, mieux c'est, parce que ça veut dire que les produits fonctionnent bien. Et l'idée, c'est que quand ils sont en contact, ça dure le moins de temps possible. Parce que si ça dure le moins de temps possible, ça veut dire que le technicien était capable d'apporter rapidement une solution à la problématique. Et donc ça a de la valeur pour le client. Allez, on va passer à la 5e question. La 5e question, c'est comment est-ce qu'on va monétariser la valeur? Donc, avant de se poser la question de monétariser la valeur, on peut déjà commencer par se poser la question de qu'est-ce qu'on a sur nos factures? Voilà, quand notre organisation édite des factures, c'est quoi l'unité de facturation? Et faire ce travail-là, de partir de sa facture et le comparer par rapport au travail de la valeur dont on a parlé tout à l'heure, c'est intéressant de mesurer l'écart entre ce que je facture vraiment et ce que je fais pour de vrai. Puisque on disait dans la définition de l'économie de la fonctionnalité, il y a vraiment une volonté de se rapprocher, de rapprocher la valeur économique de la... Et donc la première étape, c'est de prendre conscience de l'écart. Et puis ensuite, de se dire, bah voilà, quel type de contractualisation, tiens, il y a une grosse coquille là, pourrait être mis en place pour monétariser la valeur. Donc je prends des exemples, ça peut être l'exemple d'un fournisseur d'air comprimé qui vend plus des compresseurs d'air comprimé, mais qui vend des débits d'air sous pression et qui se charge de designer le compresseur selon les besoins. D'abord, d'identifier les besoins, de voir comment est-ce que les besoins peuvent être réduits, puis de designer le compresseur, d'installer le compresseur, de le paramétrer, de le mettre en service, d'organiser la maintenance préventive, curative lorsqu'il y a besoin. Voilà. Et là, on voit tout de suite que quand on est centré sur la vente de la valeur, eh bien, s'imbrique on parle de solutions
on s'imbrique une solution qui va intégrer à la fois des produits et des services de façon comme ça là. C'est le cas par exemple de l'exemple de Michelin. Michelin, quand l'exemple dit souvent, ils vendent plus des pneus, ils vendent des kilomètres. Alors oui, mais en fait, ils ont d'abord une activité qui est très centrée sur le travail des conducteurs, des chauffeurs et des individus en fait qui travaillent sur les camions, aussi les opérations de maintenance, parce qu'ils vont former les chauffeurs, ils vont faire former les chauffeurs à l'éco-conduite, ça va permettre de réduire les accidents, ça va permettre de réduire les consommations de carburant. Ils vont former aussi les personnes qui installent les pneus, qui les règlent, etc. J'ai plus le terme technique, mais vous voyez de quoi je veux dire. Et du coup, ça va permettre d'avoir une usure des pneus qui soit plus homogène, meilleure, etc. Et donc d'allonger la durée de vie des pneus. Bon, ça va contribuer au passage à augmenter de 2,8 la durée des pneus, enfin la durée de vie des pneus. Et aussi de faire de grosses économies. Et le modèle économique repose sur la globalité de tout ça. C'est-à-dire à la fois la combinaison de on met à disposition des pneus, les gens sont formés, s'engagent à respecter les formations, ce qui est indiqué dans les formations. Et tout ça, ça contribue à faire des économies et ça participe à l'élaboration du modèle économique. Voilà, donc question 5, on va monter la valeur. Et puis question 6, sur laquelle je vais passer assez vite, c'est la question de la répartition de la valeur. Comment est-ce qu'on redistribue équitablement la valeur générée? Il y a une vraie volonté en économie de la fonctionnalité de se poser la question de cette valeur, une fois qu'on l'a créée, comment est-ce qu'on la répartit équitablement? Comment est-ce qu'on fait pour éviter d'avoir des phénomènes comme on peut l'avoir dans certaines filières, chaînes de valeur, où celui qui est au début de la chaîne capte la valeur et puis celui qui est le sous-traitant de rang N plus quelque chose beaucoup, eh bien, a beaucoup moins de valeur, récupère beaucoup moins de valeur. Voilà. Je vous laisse quelques minutes pour réfléchir à ça. Donc ça, c'est vraiment les questions autour de qui bénéficie de la valeur, comment est-ce qu'on la répartit entre nous. Et quand on parle de valeur, on ne parle pas que d'argent. Hein, on parle de tout ce qui est important et qui a de la valeur. Alors, il n'y a pas de niveau à atteindre. Hein. L'idée, c'est plutôt d'avoir une observation de la façon avec laquelle on travaille. Je vous laisse encore une minute pour réfléchir à tout ça et puis ensuite on passera au temps du bilan de cet atelier. Elodie, vu que le temps peut-être... tu veux qu'on enchaîne la partie bilan et qu'on passe directement à la partie aide? Je ne sais pas comment on peut la faire de manière collective. Enfin, je pense que tu peux effectivement peut-être conclure sur cette partie bilan. Et puis après, peut-être la question aussi qui intéresse les gens, c'est maintenant que tu nous as présenté de beaux exemples, comment on peut mettre en place cette démarche d'économie de la fonctionnalité et de la coopération au sein des organisations dans lesquelles on travaille. C'est oui, mais après, est-ce qu'en région, comment on s'y prend? Quels sont les accompagnements techniques qui existent? Est-ce qu'il y a des aides financières? À qui je m'adresse si je suis intéressée pour me lancer dans la démarche ou avoir en tout cas des premiers niveaux d'information? On va faire ça, ça marche. Alors, en conclusion de cette première découverte de réflexion et de construction, là, on a bossé, vous l'avez compris, sur les fondations, sur la charpente, la compréhension de la charpente du modèle économique d'une organisation, hein, qui correspond au modèle économique d'une organisation. Crucial au départ, vous l'avez compris, hein, si je ne connais pas la charpente et que je veux rénover mon bâtiment, on part potentiellement dans une mauvaise direction, on va perdre du temps parce qu'on va commencer des travaux et puis on va se rendre compte que ce n'était pas pertinent, on va repartir en arrière, etc. Donc c'est vraiment une étape au départ qui est cruciale, qui est très importante. Hein, c'est un prérequis de toute démarche en économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et donc, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, comme je vous le disais, hein, l'idée c'est donc, vous avez écrit des choses. À terme, c'est d'être capable de mettre en discussion ces questions-là avec différentes parties prenantes, et puis pour ensuite être capable d'énoncer la totalité des réponses de façon fluide, avec les justes mots, en étant synthétique.
Et ensuite, il y a d'autres étapes qui viendront faire évoluer le modèle économique. On a déjà vu quelques-unes de ces étapes avec autour de la raison d'être, des enjeux d'internalisation des externalités, de faire grandir les ressources immatérielles, comme dans l'exemple avec Solène. Donc, on va passer sur cette partie-là et on va passer directement à, voilà, à cette partie de comment on fait, si ça vous intéresse, d'aller plus loin. Alors, quelles solutions pour vous accompagner à la fois techniquement et financièrement? Clairement, en région Occitanie, moi je trouve qu'on a vraiment beaucoup de chance pour les organisations qui ont envie de s'engager dans une réflexion de refonte et de transformation du modèle économique. Donc d'abord, il y a Terre de FC Occitanie qui a été créée il y a 2 ans par des dirigeants. C'est une association à but non lucratif dont le rôle, il est d'ancrer en Occitanie des entreprises qui soient durables, utiles et inspirantes en repensant leur modèle économique. Pour ça, comment on fait, bon, on fait des webinaires et des ateliers comme vous venez de le vivre. Et puis l'étape d'après, quand on veut, c'est passer alors, il y a plusieurs possibilités. Soit on a envie de suivre une formation. Alors, ce n'est pas une formation classique en mode descendant. C'est une formation où on vous met au boulot, un peu comme ce que vous venez de vivre en fait dans l'atelier en version. Mais on vous demande une grande participation et un engagement dans les réflexions, parce que c'est à partir de ces réflexions que vous allez vous approprier en fait la pédagogie. On bosse beaucoup en pédagogie inversée comme ça. Donc c'est vraiment une formation action qui est dédiée aux dirigeants de TPE-PME. Des formations qui sont il y a des temps à la fois collectifs et il y a des temps à la fois d'accompagnement individuel. Il y a une session là qui est en cours, je crois qu'il reste encore 2-3 places. Il y a un financement OPCO direct et on est sur une vente de la performance d'usage. Donc, il n'y a pas de budget comme on peut l'avoir habituellement, ça vaut tant. On a une dépense minimale acceptable et ensuite on peut avoir une rémunération sur la base de la performance d'usage. Alors, je vois une question de Tiffen qui dit « Est-ce que cela signifie qu'elle n'est pas ouverte aux porteurs de projet ?» Non, elle peut être ouverte tout à fait aux… Attends, porteurs de projet? Non, pas porteurs de projet. Ce dispositif-là, c'est un financement direct et donc il s'adresse uniquement aux entreprises qui ont des collaborateurs. Ça fait partie des contraintes du financement direct. Donc ça, c'est pas possible effectivement dans ce cas-là. Ce qui n'est pas le cas sur la session qui démarrera en 2021. En 2021, on a une autre session qui est un financement ADEME Région, où là, il y a 12 places, et on va lancer un processus de recrutement courant janvier. Donc, ceux qui sont intéressés, vous pouvez me donner votre nom dans le chat, et je reviendrai vers vous fin d'année, début d'année prochaine, pour vous faire part du processus de recrutement qu'on met en place, et avoir éventuellement la possibilité de participer à cette formation. Quelle est la récurrence annuelle de ces formations? Je dirais une par an. On a un cycle de formation par an. Et environ une dizaine de places, voilà, 10-15 places par an. Voilà, je pense que ça, c'est pas mal. Quel lien avec la formation nationale en cours de la dizaine de consultants EFC, ADM et ATEMIS pour accompagner les trajectoires? Ok, je reprendrai sur la question après. Je vais continuer sur les différentes modalités d'accompagnement. Donc, on peut passer par le biais de formations. C'est des formations qui durent entre 6 mois et 1 an et demi. Voilà. La première là, qui est en cours, là où il reste 2 places, elle dure jusqu'en juin. Et celle qui démarre en mars, elle va durer 20 mois. Ensuite, il y a, on peut se dire, en fait, moi, j'ai pas envie de commencer par un accompagnement, enfin, par une formation au long cours. J'ai peut-être déjà envie de commencer par juste une problématique. Donc là, on est sur un accompagnement individuel, sur mesure. On part d'une problématique, quelque chose de très opérationnel du quotidien, et on voit ensemble comment est-ce que je peux vous aider à réfléchir à votre problématique avec le référentiel économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et c'est une façon de mettre l'économie, d'enclencher une petite transformation. Hein. On n'a pas, c'est pas une approche qui va vous permettre d'avoir une compréhension complète des différents concepts de l'économie de la fonctionnalité que vous pourriez voir en formation action collective, mais c'est plutôt, voilà, on part d'une problématique et à partir de là, à un moment donné, on va sûrement activer un concept plutôt qu'un autre, et ça va être la façon avec laquelle vous allez pouvoir eh bien, faire évoluer votre réflexion et
et je vous le souhaite, la résoudre à partir de référentiel EF. Et puis, on a une autre possibilité d'accompagnement individualisé où là, c'est une offre sur mesure, c'est-à-dire on a des entreprises qui ont envie de repenser leur modèle économique autour d'un projet. Il y a une offre qui veulent repenser une offre ou réorganiser le travail dans l'entreprise. Et là, ils font appel, en fait, ils veulent monter un projet. On monte un projet avec un groupe d'accompagnateurs, des accompagnateurs complémentaires, et de façon sur mesure. Il y a différents accompagnateurs qu'on va pouvoir mobiliser en fonction de la demande. Et dans ce cas-là, Terre EFC, on est tiers de confiance, c'est-à-dire qu'on va contribuer à faciliter l'accompagnement du projet pour vous aider à repenser soit une offre, évoluer votre organisation du travail. Je pense à une personne, à une entreprise qui est dans le secteur du traitement des eaux et qui a l'intention de repenser son offre et on l'accompagne là-dessus. Et puis, je pense à une autre entreprise qui, elle, a des enjeux de coopération, de professionnalisation des collaborateurs et donc on agit avec eux sur les enjeux d'organisation du travail. Et tout ça financé par l'ADEME et la région, et ça, c'est quand même sacrément cool. Merci à nos partenaires. Alors justement, tu disais que voilà, les différents dispositifs, c'est donc ADEME, région, direct et Datadoc, puisqu'on est organisme de formation aussi, donc une partie du reste à charge peut être pris en charge par vos OPCO. Donc là-dessus, l'ADEME, il y a différentes possibilités. Hein. On peut faire des aides à l'étude, de l'accompagnement, de démarches EF, dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a des appels à projets spécifiques, donc c'est le cadre de Coopter. Effectivement, Florian César parlait du projet Coopter, donc qui était une formation de consultants en économie de la fonctionnalité qui a démarré au niveau national. Hein. C'est le laboratoire de recherche Atemis qui forme les consultants avec l'accompagnement financier de l'ADEME. Atemis, c'est le laboratoire de recherche avec lequel nous, on est en relation. Donc, c'est des amis. Ils nous aident à nous professionnaliser, ils nous soutiennent dans nos démarches. Le contact pour discuter d'économie de la fonctionnalité à l'ADEME, c'est Véronique Catry. Donc, vous avez son adresse mail et son contact. À la région et chez ADOC, il y a aussi des aides aux études, aux investissements. Peut-être que Carole, tu peux en parler toi ou tu veux que j'en parle moi là-dessus? Oui, non, c'est juste rapidement, c'était pour que vous ayez conscience qu'effectivement, il y a donc un accompagnement qui est proposé dans le cadre du Club Terre de FC, donc qui est soutenu financé par la région et l'ADEME. Et après, il y a des aides individuelles aux entreprises qui souhaitent concrétiser une offre EFC, avec notamment pour la région des aides au financement d'études de faisabilité, des investissements. Donc, vous avez toutes les informations sur le hub Entreprendre, hein, qui présente toutes les aides en faveur des entreprises que propose la région, et également un accompagnement proposé par l'agence ADOC pour vous aider à monter les dossiers de demande de subvention, à progresser dans votre projet avec le contact Christelle Guillon. Donc, je vous ai mis l'adresse. Voilà. Donc, n'hésitez pas à contacter Christelle Guillon ou moi-même si vous voulez avoir aussi des informations sur les aides ou les dispositifs d'accompagnement, comme Véronique Catry à l'ADEME. Voilà, mais je pense que c'est le moment où on peut poursuivre les questions et les remarques avant de conclure cette séance ensemble. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être vous pouvez ouvrir les micros pour ceux qui veulent poser leurs questions en direct. On va peut-être arrêter le partage d'écran aussi, ce sera plus agréable. Il y a une dernière slide en fait, Élodie. Ah, pardon. Alors, c'est celle-là, c'est ça? C'est le à suivre? Oui. Ok, vas-y. Non, il nous reste 3 minutes, donc si effectivement quelques participants vous veulent poser des questions, et après c'était effectivement la slide de conclusion, bien sûr en vous remerciant pour votre participation, en remerciant chaleureusement Élodie qui nous a fait une présentation de maître, et en tout cas je pense très motivante et réjouissante. Donc, dans le cadre du forum économie circulaire, donc il y a des ateliers qui se poursuivent jusqu'au vendredi midi.
il y a une clôture du forum, donc vendredi après-midi, notamment avec un temps de synthèse sur les 17 ateliers qui ont eu lieu toute la semaine. Toutes les présentations ainsi que les enregistrements audio-vidéo seront disponibles donc, sur la plateforme Cyclope. Donc n'hésitez pas à consulter cette plateforme qui donne toutes les actualités sur l'économie circulaire. Et bien sûr, n'hésitez pas à contacter les intervenants qui ont pu participer à cette semaine du Forum économie circulaire, les agents de la région et les autres partenaires en tout cas. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non. La présentation sera disponible. Donc oui, effectivement, je viens d'y répondre. Elle sera sur la plateforme Cyclope. Est-ce qu'on peut adhérer à Club Terre de SC? Oui, Marlène, j'ai vu votre question. Alors là, peut-être je peux passer à la slide d'avant. Voilà, où il y avait mes coordonnées téléphoniques et mail. Entrons en contact et voyons comment c'est pertinent pour vous d'adhérer à l'association, bien sûr. Et alors, il y a une question de Grégory Dubernay qui dit « Vous parlez de repenser le modèle économique, mais quid de penser le modèle si on part de l'idée du projet, des solutions, des infos ?» Oui, tout à fait. C'est différent. Et d'ailleurs, moi, je le vis chez Terre de FC Occitanie, puisque c'est une association où on est parti de rien. Et évidemment, on pose l'intention d'exemplarité. Donc, la façon avec laquelle... on ne voit pas mon écran. Ah oui, pardon. Merci pour le... On ne voit pas mon écran. J'ai supprimé le partage d'écran. Alors, tac, tac, tac. C'est bon, oui. Là, normalement, vous devriez le voir. La façon avec laquelle on invite à faire évoluer... Enfin, alors du coup, on n'est pas en train de faire évoluer le modèle économique, on est en train de poser les bases du modèle économique. Mais clairement, c'est à peu près pareil. Si ce n'est qu'au départ, on part sur des hypothèses. Et en fait, cette logique de compréhension, comment on va transformer le modèle économique de façon incrémentale, eh bien, régulièrement, on va être amené à se reposer les questions qu'on s'était déjà posées et les réponses qui vont arriver vont être différentes parce que on aura bougé. Et donc, si on est sur la question de la valeur, par exemple, à partir du moment où on prend conscience de la valeur que l'on crée et où on organise le travail pour créer cette valeur, eh ben, on va d'abord créer différemment la valeur et peut-être qu'on va créer d'autres valeurs à nouveau. Donc, on va avancer de façon incrémentale et se poser les questions de façon itérative. Donc, c'est tout à fait possible de démarrer un projet et de se dire, voilà, je veux penser le modèle économique de l'organisation avec un référentiel autre que le modèle économique classique. Et dans ce cas-là, eh bien, on peut le faire en EF. Est-ce que j'ai répondu à la question? Quelle est la raison d'être de Terre de FC Occitanie? Alors, je l'ai dit en introduction, contribuer à ancrer en Occitanie des organisations utiles, durables, inspirantes, en recherche économique avec le référentiel EFC. Voilà. Ok, mais on peut peut-être conclure sur cette belle phrase. Raison d'être du Club Terre de SC. Et puis après, chacun de notre côté, bien sûr, continuer à réfléchir à partir des 6 questions là, que tu nous as posées tout à l'heure pour essayer aussi d'évoluer positivement sur la base de ce référentiel EFC pour ceux qui le souhaitent. Et donc, merci beaucoup, Élodie, pour ton intervention et toute ta préparation, tout ton enthousiasme partagé. Et puis, donc, pour ceux qui le souhaitent, donc voilà, les ateliers donc, sont poursuivre et une synthèse, ainsi qu'un témoignage aussi inspirant sur l'innovation frugale vendredi après-midi. Voilà. Oui. Il y a aussi un questionnaire donc, de satisfaction que je vous mets également sur le chat et qui sera également accessible sur le forum. Merci beaucoup. Et alors, il y avait une question qui était, j'en profite, là, le temps que tout le monde parte, quelqu'un qui disait, comment c'était la question? Attends, je l'ai perdue. La question, c'était, si je comprends bien,
un modèle économique n'est jamais figé dans le temps parce que les valeurs vont évoluer. Oui, il n'y a pas, il y a pas de, il y a pas à un moment donné, on va dire c'est bon là, on est dans un modèle économique puis on ne bouge plus en fait. Comme on va faire grandir les ressources immatérielles, comme on va faire évoluer l'écosystème coopératif, c'est vraiment quelque chose qui est vivant en fait. Donc on n'est pas à un moment donné figé puis on bouge plus. Effectivement, c'est vivant. Merci à tous pour vos participations. Très belle continuation dans la suite de cet atelier, pas cet atelier, pardon, de ce forum. Voilà, ce qui reste des questions, je reste avec vous encore quelques instants. Le groupe va être fermé d'ici une quinzaine de minutes. Donc, il y a encore pour ceux qui le souhaitent. Oui. Questions. Oui, Bonjour Elodie. Comme j'étais en formation là, donc j'ai vu le début, mais pas, voilà, j'ai pas pu assister à tout. Quand est-ce qu'on aura le replay? Alors, je n'en sais rien. Ok. Est-ce que Carole pourrait me... Oui, Carole les replays, ça sera au courant de la semaine prochaine, quand le forum sera finalisé, on mettra tout sur la plateforme Cyclope. Ouais, j'étais super déçue de ne pas pouvoir continuer à écouter parce que c'était super intéressant. Merci beaucoup, Elodie. Merci Sandrine. Le peu que j'ai vu, c'était intéressant. Merci pour ce retour. Merci, à bientôt. Au plaisir de se recroiser, à bientôt. Au revoir. Bon, je pense que c'est bon. Elodie, tu as dû noter les gens qui étaient intéressés de toute manière? Pas encore, mais je vais reprendre le fil de conversation avant de sortir et donc... Merci Véronique.